Bien, bonjour. Donc, nous terminons le chapitre sur le Cénozoïque avec deux petites vidéos. Je vais donc vous parler des traces géologiques des climats passés. Donc, comme d'habitude, nous allons regarder ce qui se passe aujourd'hui pour l'appliquer au passé. Donc, principe de l'actualisme. Je me promène un peu partout dans le monde et je vais aller regarder les glaciers. On peut se rendre compte que les glaciers laissent des traces. Regardez ici. Quand un glacier s'avance, on voit le glacier qui s'avance, il va laisser des traces, notamment parce qu'il va d'abord éroder la surface, et puis il va aussi permettre de faire avancer, quand il s'avance, vous voyez, il va avoir deux conséquences. Il va rayer les roches qui sont en dessous, et il va également apporter des morceaux de roches qu'on va appeler des moraines. Lorsque le glacier va fondre, ce qu'on appelle le retrait d'un glacier, eh bien, il va laisser ces roches se déposer, et donc on va retrouver tout autour euh, ici des roches qui sont des moraines frontales et puis des moraines latérales, et il va laisser aussi des dépôts de blocs qu'on appelle des blocs erratiques, c'est-à-dire des gros blocs qui se sont déplacés. En effet, regardons ici ce glacier qui se déplace. Eh bien, le glacier va emporter des morceaux de roche plus ou moins importantes, qui vont ensuite, lorsque le glacier fond, eh bien, se déposer. Ici, par exemple, on voit à Lyon un bloc erratique qui a été laissé dans un jardin, qui est un bloc erratique, c'est-à-dire qui s'est déplacé euh, jusqu'à Lyon au Pléistocène. Ici, vous voyez ces roches qui sont donc des roches qui sont des moraines, qui sont également broyées par le glacier, hein, et qui vont ensuite se déposer et laisser des traces de la présence d'un glacier passé. Donc je vois aussi ici, quand le glacier se fond, donc le retrait du glacier, on voit des vallées en forme de U ici, contrairement aux vallées qui sont les vallées qui sont créées par des rivières sont en forme de V, alors que là, les glaciers, ça laisse des vallées en forme de U. Donc on va partout dans le monde chercher des traces de ces glaciers, et on peut les retrouver notamment dans les Vosges. Au Pléistocène, on a retrouvé des traces de glaciers avec des stries, vous voyez, des roches qui sont striées, donc qui ont été rabotées par le glacier, et puis des moraines qui sont déposées dans les Vosges. Donc ça signifie qu'il y avait dans cette partie-là des glaciers qui se sont déposés. Vous avez vu tout à l'heure la roche moutonnée que je vous ai montré, la roche bloc erratique qui se trouve à Lyon, eh bien, est un bloc erratique qui s'est déposé au moment des glaciations du Pléistocène. Il y avait un glacier jusqu'à Lyon. Donc tout ça, tout ce qu'on a vu finalement durant le Quaternaire nous montre qu'il y a deux périodes, la période du Pléistocène qui est une période glaciaire, et la période de l'Holocène qui est une période dite interglaciaire, avec la fonte de ces glaciers, donc un réchauffement climatique. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Ici, souvenez-vous, je vous ai montré ce document-là lorsqu'on a travaillé sur le delta O18 des glaces. On s'était rendu compte que depuis, alors ici c'est moins 400 000 ans jusqu'à aujourd'hui, donc on va le lire dans ce sens, il y avait donc eu des diminutions du delta O18, donc diminution de la température quand on est dans la glace, hein, ça s'interprète comme ça, puis ensuite une augmentation de ce delta O18, donc une augmentation de la température, et ceci tous les 100 000 ans. On avait également vu que tous les 40 000 ans, il y avait, vous voyez ce qui est la courbe ici montre que c'est cyclique également, tous les 40 000 ans on a des modifications climatiques avec des réchauffements, légers réchauffements puis diminution, et aussi tous les 20 000 ans approximativement. Donc il a fallu attendre cet astronome, Milutin Milankovitch, qui lui va donner une explication de ces variations cycliques du climat. Je vous explique, il faudra que vous reteniez que ce climat, ces variations cycliques du climat au quaternaire sont expliquées par ce qu'on appelle les paramètres orbitaux. Qu'est-ce qu'un paramètre orbital? Un paramètre orbital, c'est donc une modification de la position de la Terre par rapport au Soleil. Alors attention, ça modifie l'insolation terrestre, notamment l'insolation de l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud, puisque bien sûr le Soleil émet toujours la même
quantité d'énergie au quaternaire. Donc ce n'est pas la modification de la quantité d'énergie, mais c'est la modification de l'énergie reçue entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Donc, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'on retiendra? Donc, vous retenez, vous, paramètres orbitaux. Et en fait, il va y en avoir 3, puisqu'on a vu qu'il y avait une variation cyclique, soit tous les 100 000 ans, soit tous les 40 000 ans, soit tous les 20 000 ans. Et donc, ça s'explique par la position de la Terre. On en retient un, forcément, le plus simple. Ce qu'on appelle tous les 100 000 ans, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Excentricité, et ça signifie que, regardez, la Terre, elle tourne bien sûr autour du Soleil, donc vous avez le Soleil, vous avez la Terre, et deux schémas faciles à faire, hein, c'est que premièrement vous prenez votre compas, vous faites un cercle avec le Soleil au centre, vous avez donc une orbite circulaire comme un cercle, hein, parfait. Donc la Terre peut tourner autour du Soleil sur une ellipse quasi circulaire, c'est le cas ici. Ou bien on voit que tous les 100 000 ans, cette orbite change et vous voyez, elle est excentrée. C'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil sur une ellipse qui s'allonge. Donc ça, c'est tous les 100 000 ans. Et puis, on a aussi l'obliquité, vous voyez, tous les 41 000 ans. Donc ça, on ne le retient pas, on retient donc paramètres orbitaux. Et on constate par contre, on aurait pu avoir des documents qui montrent que la Terre a son axe de rotation qui se modifie tous les 40 000 ans. Et également, vous voyez l'axe de rotation de la Terre qui effectivement est sur un cercle. Et là aussi, ça se modifie cette fois-ci tous les 20 000 ans. Donc on retient que la Terre peut donc passer d'une période glaciaire à une période interglaciaire. Donc les modifications du Pléistocène vers l'Holocène, donc de la période glaciaire vers la période interglaciaire, s'explique par le faible contraste entre les saisons en période glaciaire. Ce faible contraste entre les saisons va entraîner donc un refroidissement de la planète. Et nous, on va retenir qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en période interglaciaire, qu'il fait plus chaud. Et pourquoi il fait plus chaud? Parce que, vous le savez, nos saisons sont contrastées. On sait qu'on attend avec impatience l'été. L'été, il fait plus chaud et les hivers sont plus froids. Eh bien, ces saisons contrastées font basculer la Terre dans une période interglaciaire. Je ne vous expliquerai pas davantage. C'est un peu plus compliqué que ce je peux vous dire ici, mais voilà, on retient bien que à l'Holocène, il y a eu donc, on est en période interglaciaire, les saisons sont contrastées, ce qui explique que la Terre s'est réchauffée. Mais ça ne l'explique pas les paramètres orbitaux de la Terre, donc ces paramètres orbitaux qui sont décrits par Milankovitch, donc vont expliquer seulement en partie les variations climatiques, parce que si on utilise en informatique, on réalise des modèles, eh bien on montre que ces variations peuvent entraîner des variations de température de 0,5 à 1 degré. Alors ça n'explique pas le réchauffement climatique de l'Holocène. Donc en fait c'est des réchauffements qui sont beaucoup plus forts, donc les températures ont augmenté plus que 1 degré, donc on a constaté qu'il y avait des facteurs qui amplifient le réchauffement climatique. Quels sont ces facteurs? Eh bien le premier facteur, il y en a deux à retenir. Le premier, c'est l'albédo. C'est donc le rapport qu'il y a entre l'énergie qui est reçue, voilà, le soleil apporte de l'énergie, et l'énergie qui va être renvoyée. Or ici, vous avez 100% de l'énergie vous avez l'énergie qui est reçue, pardon, et vous avez rien qui est renvoyé, qui est réfléchi. Donc ça veut dire que l'albédo est égal à 0, puisqu'il n'y a rien qui est réfléchi. Par contre, ici, vous avez une surface, vous voyez, vous avez l'énergie qui est reçue, et vous avez toute l'énergie qui est réfléchie. Donc ça veut dire que vous avez 100% de l'énergie qui a été reçue, qui a été réfléchie. Donc on dit que l'albédo est égal à 1. Donc vous voyez que l'albédo peut être compris entre 0 et 1. Donc entre 0% de l'énergie reçue qui est réfléchie et 100% de l'énergie qui est reçue qui est réfléchie. Et ça, c'est important parce que, par exemple, si vous avez de la neige, vous voyez que la neige va, comme c'est blanc, eh bien l'énergie qui va être reçue est quasiment totalement renvoyée. Donc vous avez presque
90% de l'énergie qui est réfléchie. Donc vous avez un albédo qui est compris entre 0,75 à 0,9 pour la neige. Or, quand vous prenez une surface de forêt comme les conifères, eh bien vous voyez que lorsque la surface est en surface de conifères, eh bien vous voyez que l'énergie qui est reçue n'est quasiment pas réfléchie. Donc là, on est dans des albédos qui sont compris entre 0,005 à 0,15. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai mis en lien si vous voulez avoir plus d'informations. Donc quand on est aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup plus de surfaces sombres que de surfaces claires, puisqu'ici vous voyez que nous avons très peu de glace, alors qu'au Pléistocène, eh bien, on avait un climat froid avec une grande étendue de glace. Donc on comprend que lorsque la surface des glaces est importante comme au Pléistocène, ici l'albédo est donc grand et proche de 1, alors que lorsque la surface de glace est faible, eh bien l'albédo effectivement est plutôt faible. Donc la température moyenne de la Terre a donc tendance à diminuer davantage. Donc je vous montre ça sur un autre document. Ici, vous voyez que vous avez une modification de l'orbite terrestre qui va diminuer l'insolation, notamment dans l'hémisphère nord, ce qui va entraîner une diminution de la température, moins d'énergie solaire, donc une température moyenne qui diminue. Donc ça veut dire qu'ici on a un contraste important entre les saisons, donc ça va entraîner une diminution de la température moyenne, ce qui va entraîner une augmentation de la surface des glaces. Et si vous augmentez la surface des glaces, eh bien vous augmentez l'albédo, vous augmentez l'énergie qui est réfléchie. Et donc ça va avoir une rétroaction positive parce que plus vous allez avoir d'albédo, donc plus vous allez avoir une diminution de la température et ça s'entretient. Donc là, on peut faire la même chose avec le réchauffement climatique. Donc à l'Holocène, on a une modification des paramètres qui font qu'on a une augmentation de l'insolation, donc un contraste entre les saisons qui va entraîner une augmentation de l'insolation, qui va entraîner une augmentation de la température, il fait de plus en plus chaud. Donc ça fait fondre la surface de la glace, l'albédo effectivement va diminuer, puisque les surfaces deviennent de plus en plus sombres, elles réfléchissent moins la lumière. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une rétroaction positive parce que ça va entraîner une augmentation de la température, une diminution de la surface et vous voyez que ça amplifie le phénomène. Autre effet amplificateur, c'est l'effet de serre. Donc je reprends, quand la température ici, vous voyez, donc on a une modification de l'orbite qui va faire qu'on a un contraste qui augmente entre les saisons, ça va entraîner une augmentation de l'insolation, une augmentation de la température. L'évaporation de l'eau va augmenter. Vous savez que l'eau est un gaz à effet de serre et l'effet de serre va augmenter et donc on a une rétroaction positive, la température va augmenter et ainsi de suite. Ici, lorsque l'on passe, quand on était au Pléistocène, on avait un contraste moins important des saisons dû à la position de l'orbite terrestre, donc moins d'insolation, donc une température moyenne qui a diminué, une évaporation de l'eau qui effectivement était moins importante, donc moins d'eau dans l'atmosphère, donc un gaz à effet de serre, comme il y avait moins d'eau, il y avait moins de gaz à effet de serre, l'effet de serre qui diminue, et donc puisque cet effet de serre va diminuer, ça va amplifier positivement la température qui devient de plus en plus négative. Donc ça va avoir la même action, vous voyez, la même action, c'est-à-dire que la température va donc être amplifiée vers le moins, vers une température qui baisse. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo, je vous en montre une autre.